Pierre Cahuc, pouvez-vous présenter brièvement votre chaire et introduire le contexte et certaines problématiques dans lesquelles s'inscrit l'ouvrage qui a été réalisé par Jérôme Gauthier? Oui, merci Riyad. Effectivement, donc cet ouvrage s'inscrit dans le cadre des travaux de la chaire sécurisation des parcours professionnels qui est financé par le groupe Alpha, Pôle emploi, l'UNEDIC et le ministère du Travail, qui sont les partenaires institutionnels. Et du côté des partenaires scientifiques, c'est Sciences Po et le CREST, donc qui financent des recherches, des doctorants et qui dirigent aussi une collection auprès de Sciences Po qui a publié de nombreux ouvrages. Donc, l'ouvrage de Jérôme est le 26e ouvrage. Il y a le mois dernier un ouvrage sur le bien-être au travail qui était présenté aussi dans un webinaire. L'ouvrage de Jérôme porte donc, pour fêter, entre guillemets, le 50e anniversaire du SMIC sur le salaire minimum et l'emploi, qui est un thème extrêmement important. Et je dois dire que cet ouvrage donne une synthèse extrêmement complète du sujet. C'est vraiment un très beau cadeau d'anniversaire. Donc, Jérôme, tu peux commencer à nous parler et je pense qu'ensuite on discutera de tes apports, de ta vision des recherches sur le salaire minimum. Merci Pierre. Alors Jérôme, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler la genèse du salaire minimum apparu il y a une centaine d'années? Oui, donc le salaire minimum, effectivement, a une très longue histoire puisque les premiers dispositifs de salaire minima sont apparus à la fin du 19e siècle. Hein. Les premiers sont apparus dans ce qu'on appelait à l'époque l'Australasie, et plus précisément en Australie, puis en Nouvelle-Zélande, puis un peu en Europe avec le Royaume-Uni. Alors, il consistait surtout au départ à des minima légaux imposés dans certaines branches, dans certaines branches d'activité. Mais dès 1912, le Massachusetts aux États-Unis et ensuite une dizaine d'États américains ont implanté des salaires minima. Donc il y a eu des premières expériences de ce côté-là. Dans un contexte assez particulier qui était alors le contexte de la toute fin du 19e siècle, ce qu'on appelait à l'époque la Grande Dépression, c'est-à-dire une conjoncture assez morose d'un point de vue économique, un contexte de grande mobilisation sociale et notamment de grande mobilisation sociale et des opinions publiques aussi contre ce qu'on appelait le sweating system, c'est-à-dire le système de la sueur. Ce secteur qui dominait un peu le capitalisme d'entreprises avec des salaires très bas, des conditions de travail très dures, etc., avec toute une problématique autour de la paupérisation de la classe ouvrière. Et donc c'est dans ce contexte-là que sont apparus les débats sur le salaire minimum et donc les premiers dispositifs. Et que montre la littérature académique sur le sujet du salaire minimum? Il me semble qu'elle est assez abondante. Elle est abondante et donc elle est aussi ancienne que les débats publics, je dirais, et ce qui est rare en économie et en économie du travail. Et je dirais que cette littérature, elle donne à voir à la fois un peu du pire et beaucoup du meilleur de la science économique. Alors un peu du pire, pourquoi? Parce que les économistes eux-mêmes n'ont peut-être pas échappé parfois à des postures un peu idéologiques, parce que les débats ont toujours été, notamment aux États-Unis, ont toujours été très très virulents autour de cette question du salaire minimum, encore une fois dès avant la Première Guerre mondiale, mais surtout elle donne à voir aussi toute cette littérature beaucoup du meilleur de la science économique. Pourquoi? Parce que le salaire minimum a été, je veux dire, le laboratoire de tout un tas de théories aussi du marché du travail qui ont été mobilisées pour essayer d'expliquer les mécanismes à l'œuvre. Et puis aussi, il a été le laboratoire de l'implémentation de toutes les nouvelles techniques aussi empiriques pour essayer justement de mesurer ces mécanismes. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Encore une fois, il y a une centaine d'années, il y a un rapport du Bureau of Labor Statistics qui date de 1915 où les auteurs ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui de la différence, de la double différence, c'est-à-dire on regardait quels étaient les effets du salaire minimum en Oregon sur la population qui était concernée, c'est-à-dire les femmes, avant et après l'implémentation du salaire minimum et comparé aux hommes qui n'avaient pas été impactés par le salaire minimum. Donc des techniques très modernes dans leur conception dès la Première Guerre mondiale. Et puis surtout, depuis une trentaine d'années, on assistait au développement de ce qu'on a appelé la Minimum Wage Research, un New Minimum Wage Research, impulsé notamment par David Card et Alan Kruger, mais aussi par David Neumark et
washers ou les washers. Et cette New Minimum Wage Research, elle a donné lieu, alors d'abord à un renouveau aussi théorique, pas mal, mais à beaucoup de travaux empiriques avec des méthodes toujours plus innovantes et sophistiquées pour essayer de mieux appréhender les mécanismes. Voilà. Donc, beaucoup d'apports de la littérature économique sur ce sujet. Très bien. Quels sont les effets du salaire minimum sur les entreprises et comment peuvent-elles réagir à une éventuelle hausse du coût du travail, hein? Que montrent les travaux là-dessus? Oui, alors justement, c'est effectivement, c'est toujours bien de partir du micro, quoi, hein, du micro et de qu'est-ce qui se passe dans les entreprises très concrètement quand on augmente le salaire minimum. Alors, l'intuition première des économistes, hein, et qui est l'intuition fondamentale, c'est de dire, ben, voilà, si on augmente le prix du travail, a priori, les entreprises devraient utiliser moins de travail, hein, comme sur n'importe quel marché, quand le prix augmente, la demande devrait baisser. Bon, au-delà de cette intuition primaire, je dirais première, il faut essayer de saisir en fait l'ensemble des mécanismes qui sont un peu plus complexes. Ce qu'a apporté notamment la littérature et notamment les travaux les plus récents, c'est que d'abord ils ont mis le point sur, ou le focus sur quelque chose de très important qui est que les réactions des entreprises dépendent du degré de concurrence et de la nature de la concurrence sur le marché du travail dans lequel elles sont insérées. Et alors ça, c'est une intuition très ancienne, hein. D'ailleurs, l'objet même du salaire minimum, c'est de rétablir un peu le rapport de force quand il est déséquilibré au détriment des travailleurs pour éviter que les travailleurs soient exploités, hein, pour utiliser le langage courant. Mais ce qu'a montré la littérature la plus récente, c'est que d'abord, elle a mieux saisi théoriquement les mécanismes à l'œuvre à travers ce qu'on appelle les effets de monopsone, notamment le fait que quand il y a peu d'employeurs sur le marché du travail, la concurrence entre employeurs est faible et donc ils ont une assez grande marge de manœuvre pour fixer le salaire et À la même un baisse, niveau de... hein, à la baisse, Pardon? à la baisse. À la baisse et donc inférieur au niveau de productivité marginale. Donc ça peut arriver. Et puis il y a aussi des problèmes d'appariement, hein, d'imperfection, d'information, de coûts de mobilité, et donc des problèmes d'appariement sur le marché du travail qui peuvent donner lieu justement aussi à une certaine marge de manœuvre pour les employeurs pour fixer des salaires plus bas qu'ils ne le seraient dans le cadre d'un fonctionnement parfait du marché du travail pour aller vite. Or, ce que montrent les travaux les plus récents, c'est qu'ils arrivent à mieux mesurer ces effets de monopsone. Et pour les plus récents d'entre eux, hein, qui datent vraiment des 2-3 dernières années, je pense notamment des travaux aux États-Unis de Yona Marinescu et de ses co-auteurs, ils ont pu faire une corrélation entre ces effets de monopsone et les effets du salaire minimum, en montrant que là où les employeurs étaient plus concentrés, et donc on pouvait s'attendre à ce que peut-être ces effets de monopsone jouent plus, effectivement, quand on augmentait le salaire minimum, ça jouait moins négativement sur l'emploi parce que finalement, ça augmentait les salaires, mais sans nuire trop aux entreprises et donc à l'emploi. Donc ça, c'est un aspect très important. Un autre aspect important aussi, c'est ce qui se passe sur le marché des produits de l'entreprise et notamment aussi le degré de concurrence auquel elle fait face. Et là, ce que montrent les travaux, ce qui est déterminant, c'est dans quelle mesure les entreprises sont en capacité de répercuter sur leur prix de vente les hausses de leurs coûts. Et si elles peuvent le faire sans trop de dommages pour leurs débouchés, on voit que dans ce cas-là, les hausses du salaire minimum aussi ont un impact beaucoup plus limité sur l'emploi. Et ce qui ressort notamment des travaux, c'est qu'on peut faire une différence assez nette entre les entreprises du secteur protégé de la concurrence internationale et les entreprises du secteur exposé. Et les travaux montrent que les entreprises du secteur exposé, elles sont plus vulnérables à des hausses du salaire minimum parce qu'elles sont soumises à une concurrence plus importante. Bon. Et en plus, quand une entreprise est soumise à une concurrence moins importante sur le marché de ses produits, elle peut dégager un peu un surprofit, ce qu'on appelle un peu une rente monopolistique. Et donc, le salaire minimum peut servir aussi à redistribuer une partie de cette rente monopolistique vers les travailleurs. Donc, et dernier point aussi sur ces canaux d'ajustement, hein, channels of adjustment, comme disent les anglo-saxons, les travaux aussi se sont intéressés sur les effets potentiels sur la productivité. Alors, via différents mécanismes, mais avec cette intuition de dire, si le salaire minimum arrive à augmenter la productivité, ça peut compenser en partie l'effet direct de coût du travail et donc atténuer les effets négatifs sur l'emploi. Et là aussi, alors là, on a à la fois moins de travaux et qui sont moins peut-être conclusifs, mais il semblerait que, notamment des travaux en Angleterre, ont montré que ça peut avoir des effets dans certains cas, des effets sur la productivité qui peuvent en partie compenser
des effets négatifs, enfin, au coût du travail et donc des effets négatifs sur l'emploi. Donc des mécanismes assez complexes, mais que l'on arrive, je crois, mieux à saisir aujourd'hui, et notamment, encore une fois, grâce aux travaux les plus récents. Donc, sur le plan microéconomique, les effets peuvent être positifs ou négatifs. Oui. Qu'en est-il Et, sur le plan macroéconomique? alors, sur le plan macroéconomique, alors, positif et négatif, parce qu'effectivement, quand les effets de monopsone sont très forts, on peut même, enfin, ce que nous montre la théorie, c'est que le salaire minimum peut même avoir un effet positif sur l'emploi, hein, donc c'est un effet assez théorique. Alors, au niveau macroéconomique, en fait, il y a plusieurs questions. Il y a les questions plutôt à court terme et les questions plutôt à court terme. À court terme, la question, c'est quel est le lien entre le salaire minimum et la conjoncture? Alors, d'abord, certains travaux tendent à montrer que quand la conjoncture est mauvaise, le salaire minimum, alors ce qui peut paraître un peu intuitif, mais encore faut-il le mesurer, le salaire minimum peut avoir un impact plus négatif sur l'emploi. Notamment, il y a un travail américain qui montre que il y a eu une hausse importante du salaire minimum entre 2007 et 2009 et que c'est tombé en même temps que la grande crise de 2009. Et là, les effets sur le salaire minimum, dans ce travail-là, détectés sont relativement plus importants que lors d'autres conjonctures. Inversement, le salaire minimum lui-même peut jouer un peu sur la conjoncture macroéconomique par les effets revenus, les effets keynésiens un peu classiques. Et là aussi, on avait assez peu de travaux. Et un travail récent aux États-Unis montre qu'au niveau local, on arrive à mieux mesurer ces effets plus positifs sur la consommation, notamment parce que le salaire minimum touche des travailleurs et des ménages qui ont une propension à consommer relativement importante. Donc, par ce biais-là, ça peut avoir des effets positifs sur la conjoncture. Il y a des effets aussi plus structurels de long terme. Et ces effets plus structurels de long terme, ils sont de deux ordres. D'une part, le salaire minimum peut jouer sur, je dirais, la trajectoire de structure d'emploi d'une économie. Et là, quand on regarde justement, on compare la France et les États-Unis, je me référerai au travail de Thomas Piketty, notamment, qu'il avait publié il y a déjà plus d'une quinzaine d'années, mais qui montrait qu'en fait, quand on regarde la France et les États-Unis, ils ont eu des trajectoires parallèles en termes de richesse en emploi, et notamment en emploi peu qualifié, de la croissance, en gros jusqu'aux années 80. C'est-à-dire que les emplois se développaient, la structure des emplois se développait à peu près de façon parallèle. Et puis, depuis le début des années 80, ce que Thomas Piketty a montré, c'est qu'il y a eu un très fort déficit d'emploi en France dans les secteurs riches en emplois peu qualifiés, notamment l'hôtellerie-restauration, le commerce de détail. Les fameux fast-food jobs, hein. Voilà, les fast-food jobs. Et il dit, l'explication la plus plausible, l'explication la plus plausible, c'est les très fortes augmentations du salaire minimum durant les années 70 en France. Et c'est à ce moment-là que se crée la rupture, ce qui fait que par tête d'habitant, les États-Unis ont au début des années 80, et au cours des années 80, ils ont un nombre d'emplois par tête d'habitant jusqu'à 80% plus élevé qu'en France dans ces secteurs-là, hôtellerie, restauration, commerce de détail, etc. Donc une différence très, 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 très importante en fait. Et ça, je crois que ça a beaucoup marqué les décideurs publics français, parce que c'est avec cette idée-là qu'il fallait enrichir la croissance en travail peu qualifié, notamment où il y avait un fort déficit, que les mesures du début des années 90 d'abaissement des cotisations sociales ont été prises sur les bas salaires. Alors, dernière chose, toujours sur les aspects plus structurels, alors il y a des aspects plus positifs, potentiellement plus positifs, c'est qu'on a constaté, notamment dans certains pays en voie de développement, mais pas seulement, que quand on augmentait le salaire minimum, ça avait un effet un peu de rationalisation, de modernisation de l'économie, de destruction créatrice, en fait, en faveur du secteur le plus productif, des entreprises les plus productives, et ça poussait à l'innovation, à l'augmentation de la productivité, etc. Et ça, c'est très important parce que c'était une idée très forte des promoteurs du salaire minimum à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Des gens comme Beatrice Webb et Sidney Webb, leur idée, c'était de dire à la salaire minimum, oui, ça va détruire des emplois, mais surtout, ça va détruire tout un secteur traditionnel qui ne survit qu'à cause du dumping social avec des très mauvaises conditions de travail, très faible salaire, le fameux sweating system, et ça va faire émerger un secteur moderne, productif, et ça va toujours obliger les entrepreneurs à être sur la brèche, comme disait Webb, et à se faire de la concurrence par de l'innovation et de la qualité
plutôt que de la concurrence par du dumping social et de la baisse du coût du travail. Donc, et ça, c'était quelque chose de très fort pour les promoteurs du salaire minimum il y a 100 ans. Et aujourd'hui, on voit que dans certains pays, notamment il y a un travail qui a été fait sur la Chine par Sandra Poncet et ses collègues, qui montre qu'en Chine, il y a eu des très fortes augmentations au début des années 2000 du salaire minimum dans certaines régions. Et effectivement, ça a éliminé un certain nombre d'entreprises, les moins productives. Ça fait rentrer, des entreprises plus productives sont rentrées sur le marché, et les entreprises qui étaient déjà là, qui sont restées sur le marché, elles ont été obligées de devenir plus productives. Donc ça a eu un effet de cleansing effect, un effet d'un peu de nettoyage, pour utiliser le terme, et qui a eu finalement des effets assez bénéfiques, parce qu'au total, le niveau moyen d'emploi a été relativement peu affecté, mais les salaires ont augmenté, la productivité a augmenté, donc ça peut avoir ces effets aussi relativement positifs en termes de rationalisation, modernisation, hausse de la productivité. Ça revient un peu à un nivellement par le haut, au lieu. C'est ça, c'est ça. Et ça, encore une fois, c'est comme ça que se posait le débat la veille de la Première Guerre mondiale. C'était pas tant est-ce que ça va détruire des emplois, etc. Oui, ça va détruire des emplois. Et c'était fait pour ça, j'aurais dû dire le salaire minimum. Mais c'était pour détruire les mauvais emplois et faire émerger les bons emplois. Est-ce qu'on peut, on peut apprendre d'autres éléments d'expérience étrangère, Vous avez cité les États-Unis, la Chine, les pays en développement. Est-ce qu'il y a d'autres études spécifiques? Alors, dans l'ouvrage, on n'a pas parlé aussi des catégories de main-d'œuvre, mais qui sont plus particulièrement touchées, parce que ça, j'en parle dans l'ouvrage, mais on y reviendra peut-être au cours de la discussion, parce que c'est quand même important, même si les effets peuvent parfois apparaître assez limités, il y a des catégories qui sont plus touchées que d'autres, mais on y reviendra peut-être. Sur les pays étrangers, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, alors je cite dans l'ouvrage beaucoup d'études étrangères, j'essaie de faire une synthèse un peu de la littérature mondiale sur le sujet, même si la littérature est beaucoup américaine. Et donc je cite aussi des travaux sur des pays en voie de développement. Mais ce qui est intéressant, et quand on pense à la France, évidemment, c'est de comparer avec des pays un peu comparables. Et c'est vrai que dans l'ouvrage, je consacre un chapitre entier à dire, voilà, le salaire minimum, il doit se comprendre, ses effets doivent se comprendre en contexte, dans les contextes nationaux, et donc regardons plus particulièrement certaines expériences nationales. Donc 4 expériences nationales, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Alors les États-Unis, je passe très vite, mais il y a énormément de travaux, et à la fois ce qui peut paraître un peu frustrant, c'est que ces travaux restent encore assez contradictoires, même si la majorité des travaux continuent à trouver des effets négatifs sur le salaire minimum, mais d'ampleur relativement limitée, mais d'autres travaux avec des techniques aussi très avancées, etc., ne trouvent pas d'effets vraiment significatifs. Donc aux États-Unis, le débat continue à faire rage. 2 exemples vraiment intéressants pour nous, c'est le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le Royaume-Uni qui a introduit son salaire minimum en 1999, et qu'il a fait à la fois au cours de ces années, des dernières années, enfin jusqu'à récemment, disons, à la fois une politique très pragmatique et très prudente. Alors très pragmatique, pourquoi? Parce que les décideurs publics ont dit, ils ont créé une Low Pay Commission, et le mandat de la Low Pay Commission, c'était de dire, voilà, on lance plein d'études, et la doctrine, c'était on augmente le salaire minimum tant qu'on ne décèle pas d'effets significatifs négatifs sur l'emploi. Donc voilà, donc on a augmenté le salaire minimum. On a accompagné de ça de beaucoup d'études. Et effectivement, ce qui est ressorti, c'est que il n'y avait pas d'effet très significatif sur l'emploi, alors que voilà, on a quand même augmenté beaucoup le salaire minimum depuis cette période, rien qu'entre 1999 et la crise, 2007, on avait augmenté déjà 32% le salaire minimum, donc c'était pas rien. Donc on a été très pragmatique de ce point de vue-là et très prudent, c'est-à-dire que dès que la crise est apparue, 2008, on a gelé le salaire minimum, voilà, et donc le salaire minimum a même perdu un peu en termes de pouvoir d'achat parce qu'on ne voulait prendre aucun risque sur l'emploi. Mais quand même, la leçon générale, c'est que le salaire minimum semble avoir détruit très peu d'emplois au Royaume-Uni. Bon. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, je dirais qu'il est peut-être encore plus intéressant parce qu'il est plus récent, 2015. Et là, il y avait des prévisions très alarmistes. Quand on a introduit le salaire minimum en 2015, certaines études avaient prévu que 900 000 emplois seraient détruits par ce salaire minimum. Alors, quand on fait la synthèse de la littérature existante, il y a eu quelques destructions d'emplois, mais
là, les fourchettes sont plutôt comprises entre 40 000 et 50 000, c'est-à-dire on est à 20 fois moins que ce qui était craint par les études les plus alarmistes. Et au total, pour donner un ordre d'idée, ça serait à peu près de l'ordre de 0,2% de l'emploi en Allemagne, hein, bon. Alors que le salaire minimum, quand il a été introduit, plus de 11% des salariés allemands avaient un salaire inférieur au salaire minimum. Donc, c'est pas, hein, on a quand même, il mord, comme on dit dans la littérature économique, c'est-à-dire hein, il a quand même un impact. Mais là aussi, finalement, les études montrent que le salaire minimum n'a pas eu d'effet très important sur les fiches que je viens de donner. Le salaire minimum n'a pas eu d'effet négatif très important sur l'emploi. C'est ce qui semble de ressortir de la littérature. Alors, dans ces deux pays, les études essayent de relier ça avec ce que j'appelais les canaux d'ajustement, hein, qui sont étudiés plutôt dans le chapitre 1 de l'ouvrage. Elles le font alors plus ou moins, avec plus ou moins de succès, mais il semblerait que les différents mécanismes que j'ai pu évoquer ont joué. Dernière chose sur ces pays quand même, un aspect intéressant qui a peu été exploré, c'est qu'une partie du faible impact du salaire minimum dans ces pays est peut-être due à des mauvaises raisons, je dirais. C'est le fait aussi que toutes les entreprises ne respectent pas le salaire minimum. Et ça, c'est vrai qu'on n'y a pas prêté beaucoup attention. C'est seulement que récemment, la Low Pay Commission, par exemple, hein, au cours des années 2018-2019, a fait des rapports spécifiquement là-dessus. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle nous dit en 2018, elle estimait que 23% des salariés qui auraient dû être assujettis au salaire minimum ne touchaient pas le salaire minimum. Donc, c'est quand même beaucoup. Et donc, ça veut dire que beaucoup d'entreprises contournent d'une façon ou d'une autre le salaire minimum. Et ça peut aussi expliquer le fait que, finalement, le salaire minimum a peut-être moins d'impact négatif sur l'emploi que certains pouvaient craindre, en fait. D'accord. Du coup, après les expériences étrangères de pays comparables, abordons la France. Est-ce que vous pouvez détailler les spécificités françaises? Pierre Cahuc a rappelé que le SMIC fêtait justement ses 50 ans. Oui. Alors, le SMIC fête ses 50 ans, mais le salaire minimum interprofessionnel en France fête ses 70 ans, hein, puisque le SMIC a été introduit en 1950 et le SMIC, la grande réforme du SMIC, donc le SMIC a été introduit effectivement, comme le rappelait Pierre, en 1970. Alors, un des messages du livre, c'est de dire attention, on apprend beaucoup des expériences étrangères, mais apprendre beaucoup, ce n'est pas forcément généraliser. Et dire que l'on peut transposer ce que l'on apprend des expériences étrangères directement pour l'expérience française. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, le SMIC, il est très spécifique en France. Il est spécifique d'abord par ses modalités de fixation et ses mécanismes d'indexation plus particulièrement. Le SMIC en France, il est indexé sur les prix, ce qui n'est le cas, par exemple, ni aux États-Unis, ni au Royaume-Uni, ni en Allemagne, pour ne citer que les trois pays que j'ai cités. Les trois pays sont le salaire minimum sont indexés. N'a aucun mécanisme d'indexation automatique. C'est-à-dire que c'est fixé soit par le Congrès hein, aux États-Unis de façon discrétionnaire, soit c'est fixé suite à par les gouvernements, suite à des recommandations de commissions comme au Royaume-Uni ou en Allemagne. En fait. Et en Allemagne, d'ailleurs, la commission composée de partenaires sociaux, c'est elle qui décide des augmentations. Bon. Donc, il n'y a pas de mécanisme d'indexation automatique. En France, on a l'indexation sur les prix et on a l'indexation sur le salaire minimum. Sa croissance en termes de pouvoir d'achat ne peut pas être inférieure à 50% de la croissance du pouvoir d'achat, de la moitié de la croissance du pouvoir d'achat du salaire de base ouvrier et employé. Hein. Et ça, c'est l'aspect connexion du salaire minimum à la croissance. Bon. Et donc ça, c'est, à ma connaissance, un peu unique au monde, d'ailleurs, ce deuxième mécanisme d'indexation. Donc ça, c'est une première différence. Deuxième différence, c'est que le SMIC est relativement élevé en France. Alors, il est le SMIC brut, donc aujourd'hui, juste peut-être pour ceux qui nous écoutent, rappeler, il est 10,15 € de l'heure en brut, ce qui vous fait à peu près 1 539 € mensuels hein, pour 35 heures. Mais en termes de relatif, hein, par rapport au salaire médian, hein, le salaire tel que 50% de la population salariée gagne plus et 50% de la population gagne moins, en termes de salaire médian, on est à un niveau de 62% en France. Ce qui est de loin le plus élevé de tous les pays occidentaux comparables. Je crois qu'il n'y a que la Turquie qui a un taux de salaire, un ratio plus important.
En revanche, en termes de coût du travail, grâce aux abaissements des cotisations sociales, on est revenu à un taux de 47%, c'est-à-dire que le coût du travail au niveau du SMIC représente à peu près 47% du coût du travail au niveau du salaire médian, ce qui nous met à peu près dans la moyenne des pays européens, en fait. Et donc là, il n'y a plus vraiment de différence. Autre spécificité française, c'est qu'en France, on a beaucoup de personnes qui sont impactées par les augmentations du SMIC. Début 2019, par exemple, c'est plus de 13% des salariés du secteur privé qui avaient été impactés par l'augmentation du SMIC. Donc quand on augmente le SMIC, ça touche beaucoup de personnes en France, c'est aussi une spécificité. Et puis, autre spécificité française, c'est qu'on garde un niveau de chômage, notamment peu qualifié, important. Si on regarde les années où ont été introduits le salaire minimum au Royaume-Uni ou en France, ces années-là, le taux de chômage dans ces deux pays-là était la moitié, voire moins, de ce qu'il était en France. Donc c'est dans des conjonctures aussi du marché du travail relativement différentes que les expériences du Royaume-Uni ou de l'Allemagne se sont déroulées. Le marché du travail allemand depuis 2015 et le taux de chômage est très inférieur à ce qu'il a été en France. Voilà. Donc on est quand même dans des contextes assez différents. Donc à la fois un SMIC assez élevé et en même temps un taux de chômage des peu qualifiés qui reste important, effectivement. Qui reste important. Ouais. Pour conclure votre présentation, quelles sont les recommandations politiques à mener pour le salaire minimum, Oui. C'est pas évident comme question, on voit bien que… Voilà. Alors, c'est là que peut naître une certaine frustration du lecteur par rapport peut-être à d'autres ouvrages de la collection qui débouchent sur des conclusions plus affirmées ou plus claires, etc. Parce que le lecteur, il peut se dire, bon, très bien, tout ça c'est très intéressant, on voit les mécanismes, on voit beaucoup de travaux empiriques, mais so what, quoi, qu'en tirer en termes de préconisation. Alors, j'assume le fait que cet ouvrage, il se veut avant tout pédagogique, se dire, mais attention, ce débat il est resté assez passionnel, alors ça dépend des époques, etc., mais il reste beaucoup aux États-Unis notamment, et cet ouvrage, il se veut avant tout pédagogique, de dire, regardons un peu les mécanismes, regardons les travaux, comment ils sont faits, ce sur quoi ils débouchent, etc. Donc c'est assez bien. Mais dire qu'il y a eu beaucoup de travaux et que parfois les travaux débouchent sur des résultats pas toujours convergents, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien appris. Et dire que la préconisation, finalement, la préconisation, c'est quoi? C'est ça qui est un peu frustrant, c'est de dire il faut fixer le salaire minimum à un niveau raisonnable, nous dit l'OCDE. Je suis tout à fait d'accord avec ça. De dire tout ça, pour nous dire ça, oui, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'a rien appris et qu'on ne dit rien quand on dit ça. Pourquoi? Parce que je pense que la préconisation, ce n'est pas tant en termes d'une politique précise, que sur la façon de mener cette politique. Et cette façon de mener la politique, je crois que là, l'Angleterre peut beaucoup nous apprendre, c'est-à-dire de mener une politique de façon très pragmatique, accompagnée de beaucoup d'évaluations, et d'essayer au maximum de bien comprendre, parce qu'encore une fois, ces mécanismes, ils peuvent être… le contexte français n'est pas le contexte du Royaume-Uni, n'est pas le contexte de l'Allemagne. Donc c'est en France qu'il faut essayer de bien saisir tout ce qui se passe et d'être très pragmatique, et en sachant que à la fois le salaire minimum n'a pas forcément systématiquement un impact significatif négatif sur l'emploi, mais qu'à la fois, ce que l'on a appris quand même, c'est qu'il peut y avoir des effets de seuil, et notamment les fameux effets de monopsone vont dans ce sens-là. Il peut y avoir des effets de seuil, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, les effets directs coût du travail peuvent l'emporter, donc peuvent mordre sur l'emploi. Mais le tout, c'est de repérer un peu de ces effets de seuil et de repérer jusqu'où on ne peut pas aller trop loin. Et c'est pour ça que je cite en conclusion Alan Kruger, Alan Kruger qui a été un des grands contributeurs sur ce sujet aux États-Unis, qui est malheureusement disparu l'an dernier, mais il avait écrit un article dans New York Times en disant « How much is too much ?» Trop, c'est combien? Il dit, attention, moi je suis pour le salaire minimum et pour augmenter fortement le salaire minimum aux États-Unis, où il est très bas, effectivement, mais il ne faut pas aller trop loin.
et trop loin, il faut discuter à chaque fois de c'est quoi trop loin. Et ça, il faut en discuter de la façon la plus ouverte possible, avec le maximum de travaux d'évaluation possible. Et donc, c'est dans chaque pays qu'il faut organiser, je dirais, cette mise en œuvre de la politique éclairée, en fait. Voilà, donc ça serait ça mes préconisations. Adapter le salaire minimum en fonction de chaque pays, en gros. Voilà, en fonction du contexte local. Très bien. Merci Jérôme pour cette présentation. Je vais laisser Pierre Cahuc une réaction à cet ouvrage et à la présentation de Jérôme. Oui, merci. Merci pour cette présentation. Je pense qu'il reflète bien la richesse de l'ouvrage. L'ouvrage est vraiment très riche, il donne une vision très, très claire, très détaillée de la littérature récente, avec énormément de contributions. Les travaux sur le salaire minimum ont vraiment explosé grâce à la disponibilité de données, comme tu l'as indiqué, et notamment depuis la publication effectivement de cet ouvrage de David Card et Alan Kruger dans les années 90, en 94, qui avait été révolutionnaire dans la mesure où il montrait que des augmentations du salaire minimum pouvaient se traduire dans certains cas par des augmentations de l'emploi. Et ça a suscité énormément de débats éclairés par l'utilisation de beaucoup de données, des centaines et des centaines d'articles sur le sujet. Et je trouve que l'ouvrage montre bien toutes les dimensions dans lesquelles l'impact dans de nombreuses dimensions, l'effet du salaire minimum. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est vraiment un ouvrage qu'il faut recommander, qu'il faut lire sur le sujet. Ensuite, pour lancer la discussion, je voudrais revenir sur la situation française, parce que dans l'ouvrage, Jérôme montre que la situation française en termes d'évolution du salaire minimum est très différente de celle qu'on a pu constater aux États-Unis. On a un salaire minimum qui existe depuis longtemps, avec des politiques assez particulières qui consistent à utiliser des baisses de charges de grande ampleur, plus de 2 points de PIB, donc c'est énorme par rapport à d'autres pays. Et il est vrai aussi qu'en France, il y a eu la mise en place d'un comité d'experts sur le SMIC, qui est mis en place depuis 2008, qui rend des rapports très riches d'ailleurs, tous les ans, sur le sujet, qui est une source intéressante, je trouve, sur le sujet, mais qui préconise, comme tu le soulignes dans cet ouvrage, une absence de coup de pouce sur le salaire minimum depuis sa création de manière très, très, très systématique. Et ça s'inscrit dans une politique qui consiste à utiliser moins le salaire minimum et plus d'autres instruments, comme la prime d'activité ou avant le RSA, pour redistribuer le revenu. Donc, j'aurais aimé, pour lancer simplement la discussion, avoir ton sentiment au regard de la littérature sur cette évolution. C'est un sujet dont tu parles un peu à la fin de ton ouvrage, lorsque tu discutes des effets redistributifs du salaire minimum. Et j'aurais aimé savoir un peu ton sentiment pour lancer la discussion sur cette évolution. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un point que j'apporte pas énormément, parce que ça sortait un peu de la question précise sur le salaire minimum et l'emploi. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des effets redistributifs, et est-ce qu'il existe finalement de meilleurs moyens de redistribuer que le salaire minimum. Alors ça, c'est un débat qui est d'actualité en France, mais c'est très intéressant de voir qu'il a beaucoup d'actualité dans les autres pays. Et il est abordé de façon un peu, je dirais, inverse à la situation française, parce qu'on est encore une fois dans des contextes très différents. Aux États-Unis, par exemple, un des grands arguments des pro-augmentation du salaire minimum, c'est de dire, mais regardez, parce que le salaire minimum est très très bas aux États-Unis, c'est pas du tout comparable en France. Le salaire minimum, il est à 7,25 $ aux États-Unis, donc il est vraiment très très bas. L'État est obligé de redistribuer via des dispositifs un peu du genre prime d'activité, des dispositifs pour l'évite d'impôts négatifs. Ça coûte très cher aux contribuables, et les mauvais employeurs sont subventionnés de fait massivement par ces dispositifs de redistribution. Au Royaume-Uni, le gouvernement conservateur a décidé d'augmenter très fortement le salaire minimum à partir de 2016. Et l'argument, c'était ça, c'était de dire ces dispositifs de redistribution vers les travailleurs potentiellement pauvres parce que mal payés, coûtent très cher à l'État, et donc c'est aux employeurs de payer. Et donc on va augmenter les salaires minimums pour alléger le budget de l'État, et pour finalement refaire basculer du côté des employeurs le coût d'entretien, je dirais, de la force de travail, quoi. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le résumer. En France, effectivement, le contexte est assez différent, et c'est plutôt dans l'autre sens que va le débat, c'est de dire, attention, le salaire minimum, il est très, très élevé,
il a des effets potentiels négatifs sur l'emploi parce qu'on est à des niveaux très élevés. Donc, et en plus, hein, ce que montrent aussi les études, c'est que travailleurs à salaire minimum et travailleurs pauvres ne coïncident pas forcément. Et ça, on a des études assez précises là-dessus, c'est-à-dire qu'un travailleur au salaire minimum n'est pas forcément dans un ménage pauvre, et symétriquement, quelqu'un qui a un salaire au-dessus du salaire minimum peut être pauvre parce qu'il est dans un ménage pauvre. Bon. Et donc, l'idée, c'est de dire, si vraiment on veut utiliser cet instrument pour lutter contre la pauvreté, un meilleur instrument, c'est par exemple la PPA qui est plus ciblée sur vraiment la pauvreté. Et donc de dire il faut distinguer à la fois le salaire minimum, qui a d'autres fonctions, des instruments de redistribution de lutte contre la pauvreté. Alors je suis plutôt d'accord avec ça. Ensuite, la chose, c'est de dire, mais attention, le salaire minimum, pour moi, garde aussi toute son actualité, parce que si on laisse trop dériver le salaire minimum, et on le voit au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, hein, c'est pour ça, on va créer beaucoup de travailleurs à bas salaire, et assez vite, ça peut déboucher sur du travail pauvre. Donc, il ne faut pas négliger cet instrument, d'autant plus que dans les évolutions actuelles, ça aussi je l'évoque un peu en introduction, avec la polarisation de l'économie à laquelle on assiste, et le modèle que je dirais un peu le modèle californien, c'est-à-dire à la fois des gens, d'un côté des gens très qualifiés dans des secteurs de haute technologie, etc., qui gagnent beaucoup d'argent, et de l'autre des gens qui sont dans les services, au service de ces personnes-là, dans tout ce qui est restauration, service à la personne, etc., et qui peuvent être parfois mal, voire très mal payés. Dans cette polarisation, effectivement, pour éviter cette trop grande polarisation, et parce que ce sont aussi des secteurs qui sont relativement protégés de la concurrence internationale et où le consentement à payer, la capacité à payer aussi des consommateurs est forte, le salaire minimum reste un instrument pour rétablir un peu, je dirais, des salaires décents. Voilà. Donc c'est plutôt dans ce cadre-là que je l'imagine. Mais effectivement, si l'objet c'est effectivement de lutter de façon ciblée contre la pauvreté, ce n'est pas forcément le meilleur instrument. Alors, je ne sais pas si ça répond à peu près à ta question, mais... Si, très bien, mais merci beaucoup. On peut en rediscuter. Peut-être laisser la parole aux personnes. Il y a deux questions sur le chat. Alors, une première question de Lisiane Baudu. Pouvez-vous être plus précis compte tenu des avantages et inconvénients sur l'opportunité d'augmenter le SMIC en France? Oui. Alors d'abord, il y a un problème de conjoncture en France. Si aujourd'hui, parce que si la question c'est aujourd'hui, est-ce qu'il faut augmenter le SMIC? Là, je serais très prudent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, il faut voir, le SMIC, ça touche d'abord beaucoup les petites entreprises. Hein, à peu près, d'après les statistiques de la DARES, en gros, entre un cinquième et un quart des salariés des entreprises de moins de 10 salariés sont au niveau du SMIC, hein, enfin, touchent le SMIC au moins comme salaire de base. D'accord? Donc, si on augmentait aujourd'hui le SMIC, ces entreprises seraient directement touchées, et dans la conjoncture actuelle, beaucoup de ces entreprises aussi souffrent beaucoup de la conjoncture actuelle. Donc, effectivement, ça ne serait peut-être pas une bonne idée d'augmenter le salaire minimum. Et là, pour rejoindre aussi ce que disait Pierre, je pense que dans la conjoncture actuelle, si on veut redistribuer du pouvoir d'achat, il faut le faire par d'autres mécanismes. Soit par effectivement de la redistribution ciblée comme la PPA pour ceux qui sont en emploi, mais aussi ceux qui souffrent beaucoup, c'est ceux qui ne sont pas en emploi ou qui avaient des emplois très précaires et qui se retrouvent un peu sur le carreau. Et donc là, des idées comme des chèques ciblés, etc., peuvent être plus efficaces. Voilà. Donc ça, la réponse à court terme, pour répondre à la question, à court terme, il me semble que ça serait quand même ça serait prendre des risques sur l'emploi assez importants d'augmenter de façon significative le salaire minimum dans la conjoncture actuelle. Ensuite, en régime de croisière, je crois qu'on est revenu à des niveaux de coût du travail du même ordre, je dis, que les pays comparables en Europe, en termes relatifs. Sauf que ces niveaux du coût du travail au niveau du salaire minimum, ils ont été obtenus grâce à des allègements de cotisations sociales. Et
la politique qui a longtemps été suivie, c'était de dire on augmente le salaire minimum, mais on le compense par des abaissements de cotisations sociales. Aujourd'hui, on est arrivé un peu à l'os, c'est-à-dire qu'on va arriver où il n'y a plus de marge de manœuvre pour diminuer les charges, enfin les cotisations sociales patronales, d'accord ? Donc, on n'aura plus cette politique de compensation, on ne pourra plus avoir cette politique de compensation, donc il faudra avoir une politique prudente, pragmatique, hein, c'est ce que je disais, mais qui n'empêche pas que le salaire minimum puisse augmenter. Puisqu'on voit que dans certains pays qui ont des coûts du travail relatifs de même ordre, quand on augmente le salaire minimum, ça peut avoir des effets relativement modérés sur l'emploi. Donc il faudra voir si en France, on peut augmenter, mais de façon très prudente, le salaire minimum dans l'avenir. Mais encore une fois, on n'aura plus cette marge de manœuvre qui est d'abaisser les cotisations patronales si on estime que les augmentations ont été trop importantes en termes de ces effets sur le coût du travail. On a une autre question de Vincent Auriac. Vous souhaitiez parler des impacts du salaire minimum selon les catégories de salariés. Pouvez-vous apporter des précisions ? Oui, alors il y a un chapitre là-dessus dans l'ouvrage, parce qu'évidemment c'est assez fondamental, c'est-à-dire il ne suffit pas de parler de l'impact global, hein, qui, on l'a vu dans certains pays, est relativement modéré, mais de l'impact plutôt sur certaines catégories qui sont touchées plus directement. Alors évidemment, il y a les jeunes, ça c'est une question, et d'ailleurs en France, le débat s'est toujours beaucoup focalisé sur les jeunes. Dès les années 70, on a fait des dispositifs d'abaissement du coût du travail sur les jeunes, etc. Ça fait beaucoup l'objet d'études aux États-Unis, puisque c'est surtout les teenagers pour lesquels on trouve un impact négatif significatif aux États-Unis. Donc, pour les jeunes, effectivement, il peut y avoir des impacts négatifs, c'est ce qu'on trouve aussi aux États-Unis. Alors, en même temps, la question est assez complexe, parce que pour les jeunes aussi, il y a des effets de demande liés au coût du travail, mais il y a des effets aussi d'offres qui jouent plus que pour d'autres catégories. C'est-à-dire que les jeunes, ils peuvent aussi choisir d'entrer ou de sortir du marché du travail peut-être plus directement, et notamment d'entrer. Et on voit que quand on augmente de façon significative le salaire minimum, ça peut faire rentrer des jeunes sur le marché du travail, qui peuvent se substituer, alors des jeunes un peu plus qualifiés, qui peuvent se substituer à des jeunes moins qualifiés, ce qui fait que l'emploi global des jeunes peut ne pas baisser, mais on s'aperçoit qu'il peut y avoir des effets de substitution entre catégories de jeunes, donc il faut tenir compte aussi. Et puis parfois, ces effets d'attraction sur le marché du travail sont tellement importants, hein, on l'a constaté en Nouvelle-Zélande, que même si l'emploi des jeunes global n'a pas été affecté négativement par des fortes augmentations de salaire minimum en Nouvelle-Zélande, on s'est aperçu que ça avait tellement attiré de jeunes sur le marché du travail que le taux de chômage avait augmenté parce que l'offre de travail avait augmenté plus vite que le demande de travail. Donc il peut y avoir aussi ces effets-là qui complexifient aussi l'appréhension de ce qui se passe pour les jeunes. Alors pour les jeunes, le relatif consensus, je dirais, qu'il y a, c'est qu'il peut y avoir, enfin, ça peut toucher quand même leur emploi de façon négative, donc il faut faire attention à leur coût du travail. La question, c'est est-ce qu'il faut des salaires minima spécifiques pour les jeunes, ce qu'ont le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, par exemple, de façon importante aux Pays-Bas. Ce que je raconte dans le livre, c'est que des études ont montré qu'il peut y avoir des effets pervers, parce qu'on a des effets de seuil. Et donc, quand on passe d'un âge à l'autre, il peut y avoir des effets de seuil, parce que brusquement, le salaire minimum augmente parfois de façon assez significative. Hein, donc, il peut y avoir des effets de substitution et des comportements opportunistes des employeurs, ce qui a été constaté aux Pays-Bas, au Danemark, par exemple. Et que du coup, les meilleures solutions sont peut-être des déconnexions institutionnalisées via le système d'apprentissage, par exemple, qui permettent à la fois de rémunérer des jeunes à un coût du travail inférieur et à la fois de les maintenir aussi dans le système de formation, pour ainsi dire, d'éviter qu'ils entrent trop rapidement sur le marché du travail, quittent trop précocement aussi le système éducatif. Et puis ensuite, pour aller vite, pour ne pas être trop long, deux autres catégories ont fait l'objet aussi d'études plus particulières. Les travailleurs immigrés, notamment aux États-Unis, où là, les effets sont moins conclusifs, donc je vais passer plus vite. Surtout les femmes. Alors ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que la question du salaire féminin, du salaire minimum, c'est beaucoup une question
du salaire des femmes. Hein. Pourquoi? Parce que les femmes, c'est entre 60 et 65% des salariés au salaire minimum, hein, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Allemagne, par exemple, hein, si je pense. Bon. Donc, c'est très majoritairement des femmes qui sont au salaire minimum. Et encore une fois, là, il y a 100 ans, quand le salaire minimum a été introduit aux États-Unis, les débats, c'était de dire oui, ça peut se justifier pour les femmes, notamment qui ont moins de pouvoir de négociation, qui sont peut-être plus exploitées que les hommes, etc. Bon. Et ce que l'on constate, c'est que les femmes, dans les travaux empiriques que l'on a, semblent un peu moins touchées que les hommes par le salaire minimum, les effets négatifs sur l'emploi. Et là, il y a plusieurs explications possibles. Il y a deux explications, à mon avis, qui méritent d'être explorées. C'est des effets de composition, parce que les femmes sont peut-être davantage présentes dans des secteurs plus protégés de la concurrence. Et la deuxième explication, qui est complémentaire et qui n'est pas explicite de la première, c'est que les femmes sont peut-être plus soumises à ces effets de monopsone que j'évoquais. Pourquoi? Parce que elles sont moins mobiles géographiquement, elles ont un moindre pouvoir de négociation, du fait notamment d'une moindre mobilité géographique, etc. Et ça, des travaux notamment au Royaume-Uni ont montré que dans des secteurs où les femmes étaient très présentes, hein, l'aide à domicile par exemple, quand on augmentait le salaire minimum, ça avait des effets relativement modérés sur l'emploi. En revanche, effectivement, ça avait un effet très positif sur leur emploi. Et que le salaire minimum avait contribué à réduire quand même, hein, en bas de la distribution, beaucoup les inégalités hommes-femmes de salaire, hein, et sans effet très négatif sur l'emploi. Donc c'est très important, hein, de relier, la question de genre dans le salaire minimum, elle est très importante. Nous avons une autre question d'Anna Boulet. Paradoxe français n'est-il pas que l'on a à la fois un salaire minimum élevé et des aides croissantes au pouvoir d'achat? Oui. Oui, alors c'est vrai. Alors, je rappelais aussi que dans d'autres pays, on a beaucoup d'aides aussi au pouvoir d'achat, hein. Je reprendrai le Royaume-Uni. Quand on prend le Royaume-Uni, on a toujours l'idée que le Royaume-Uni est très peu généreux en termes d'aide sociale, hein, et notamment une indemnisation du chômage très faible, etc. Quand on regarde ce qui se passe via les allocations familiales et surtout les aides au logement, le Royaume-Uni est aussi très redistributif. Et quand on regarde les taux de travailleurs pauvres, en fait, hein, ce qui est très frappant, c'est que en France, on a très peu de travailleurs à bas salaire, c'est-à-dire des travailleurs qui gagnent moins de 2/3 du salaire médian. Beaucoup moins. On est presque à 3 fois moins à peu près que 2 fois et demi, 3 fois moins qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne. En revanche, notre taux de travailleurs pauvres n'est pas si moins élevé que ça, hein. On est autour de 6-7% en France, c'est à peu près du même ordre, à peine un peu plus élevé en Allemagne et au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce qu'on redistribue beaucoup aussi dans ces pays-là, d'une part, et d'autre part, c'est ce qu'on disait dans l'échange avec Pierre, beaucoup de travailleurs dans ces pays-là aussi n'appartiennent pas forcément à des ménages pauvres aussi. Et c'est le cas en Allemagne, hein. Les travailleurs à bas salaire en Allemagne, c'est beaucoup de femmes, notamment, ou d'étudiants qui appartiennent à des ménages où notamment le deuxième pourvoyeur de ressources a un salaire décent, et du coup, ces travailleurs ne sont pas des travailleurs pauvres. Donc, il y a tous ces phénomènes à prendre en compte. Et le fait que finalement, la France, oui, c'est vrai, la France, elle est originale, je dirais, dans son partage entre, dans la lutte contre le travail pauvre, le poids qu'on met sur le salaire minimum et le poids qu'on met sur la redistribution sociale. Hein, la France, par rapport aux autres pays que je citais, elle met plus de poids sur le salaire minimum, un peu moins de poids sur la redistribution, et notamment via des dispositifs d'impôt négatifs, alors que d'autres pays mettent plus de poids sur la redistribution via les impôts négatifs, mais avec d'autres effets pervers. Donc, Une autre question de André Zilberberg. oui. Les syndicats Bonjour André, un inconnu. Les syndicats des pays du nord de l'Europe ne veulent pas de salaire minimum. Oui, alors ça c'est important. Alors ça c'est un point que j'évoque pas dans l'ouvrage, parce que ça renvoie à un débat beaucoup plus général sur le salaire minimum, sur d'autres effets pervers sur le salaire minimum. C'est pas tant leur crainte sur les effets sur l'emploi, hein, qui fait que les syndicats dans les pays scandinaves et en Italie restent opposés au salaire minimum. Et d'ailleurs, il y a des discussions qui viennent d'être ouvertes début 2020 par la Commission européenne sur un peu une harmonisation. Est-ce qu'on ne peut pas faire des salaires décents dans les différents pays, etc., sans faire un salaire minimum imposé à tous les pays européens. Il y a eu des discussions et des consultations lancées par la Commission européenne.
auprès des partenaires sociaux. Et les partenaires sociaux danois, finlandais et scandinaves ont écrit à la Commission européenne qui restait très opposée au salaire minimum. Donc ça reste vraiment d'actualité. Alors pourquoi? Leur crainte, c'est que le salaire minimum évince la négociation collective. Alors là, je renvoie aussi des travaux de Pierre Cahuc, Yann Algan, etc., qui avaient montré ça. Et ça, c'est une crainte très ancienne. C'est de dire, s'il y a un salaire minimum, il y a deux craintes, et qui avaient été explicitées, je vais reprendre même les termes de Samuel Gompers, qui était le président de l'AFL-CIO pendant 40 ans, jusqu'en 1924, qui lui aussi était très opposé au salaire minimum. Il dit, si on instaure un salaire minimum, il y a deux choses qui vont se passer. C'est les syndicats ne serviront plus à rien puisque le salaire est fixé par les pouvoirs publics. Or, la première fonction des syndicats, c'est de négocier le salaire et c'est de le faire au niveau décentralisé en essayant d'extorquer le maximum à chaque entreprise en fonction de leur capacité à payer. Et donc, les syndicats seront évincés et avec tous les effets pervers possibles ensuite sur tout ce qui est négociation collective, qualité du dialogue social. Et deux, il disait le salaire minimum va se transformer en salaire maximum. Pourquoi? Parce que comme le salaire minimum fixe une norme, les employeurs, même ceux qui peuvent payer plus, vont prendre comme point de référence le salaire minimum, et donc les salaires des salariés les moins payés vont converger vers le salaire minimum. D'accord? Donc, ces arguments restent forts, c'est les arguments qui restent très forts dans les pays scandinaves. C'est aux salariés de négocier le salaire, et c'est à eux, par la négociation collective, de négocier le salaire. On est proche d'une conception qui est celle de la CFDT en France. La CFDT est en faveur du salaire minimum, mais elle n'est pas trop en faveur d'augmentation trop importante du salaire minimum. Pourquoi? Parce qu'elle dit que c'est aux syndicats de négocier en fonction des réalités du terrain. Voilà. Et donc ça reste quelque chose d'important dans le débat. Une remarque de Lisiane Baudu à ce sujet, mais c'est également le cas des syndicats allemands. Or, cela ne s'est pas passé en Allemagne. Alors, ça c'est très important aussi. Les syndicats allemands, ils étaient sur cette position jusque dans les années 90. Et qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Le taux de couverture des conventions collectives a fortement baissé depuis la réunification en fait. Et on a assisté à une très forte augmentation de la part des bas salaires en Allemagne. Et donc, constatant ça, la DGB et puis IG Metall aussi, mais IG Metall est moins concerné par le salaire minimum parce que les entreprises de la métallurgie sont un peu moins concernées, mais la DGB, donc la Confédération allemande, a dit le seul moyen, effectivement, c'est d'instaurer des salaires minima. On a commencé à le faire dans certaines branches en Allemagne, les branches qui étaient les plus touchées par cette dégradation de la convention collective et puis la forte montée du travail à bas salaire. Et puis ensuite, la DGB a dit il faut le faire peut-être au niveau national. Sauf qu'en Allemagne, les syndicats gardent la main sur le salaire minimum. C'est une grande différence avec la France. C'est-à-dire que la commission qui a été mise en place en Allemagne n'est composée que de partenaires sociaux et de deux experts économiques, mais qui n'ont pas droit de vote. Et ce sont ces partenaires sociaux qui décident des augmentations du salaire minimum. Ils se réunissent tous les 2 ans et ils décident des augmentations du salaire minimum. Donc les syndicats, ils gardent quand même avec le patronat, disons les partenaires sociaux. Et donc, en Allemagne, on reste dans la tradition de la tarif autonomie, qui est très ancienne, qui est de dire ce qui relève de la formation des salaires, ça relève de la négociation collective. L'État n'a pas à intervenir là-dedans. Même principe que dans les pays scandinaves. D'accord ? Et donc, on a préservé en Allemagne, à la fois on a introduit un salaire minimum, et à la fois on a préservé en quelque sorte la tarif autonomie parce que les syndicats on garde la main quand même sur la fixation du salaire minimum. Une autre question de Lisiane Baudu. Après le 3 novembre, voyez-vous une augmentation du salaire minimum fédéral aux États-Unis ? Tout dépend de qui gagne. Alors, c'est prévu, dans le programme de Joe Biden, une forte augmentation du salaire minimum. Je crois qu'il parle même de $15. Le débat s'est beaucoup focalisé autour de $15 aux États-Unis. $15 au niveau fédéral, ça serait une multiplication par 2 du niveau du salaire minimum aux États-Unis. Donc, ça serait une augmentation de 100%. Donc là, alors certains collègues américains, je pense à des collègues de Berkeley, ils disent oui, tout ça est tout à fait possible. D'autres sont plus prudents. Et Kruger, quand je citais tout à l'heure Kruger, il parlait justement des $15, mais c'était déjà en 2015, donc ça fait déjà quelques années. Mais il disait là, on arrive dans un terrain un peu inconnu. Il disait, moi j'ai peur qu'à $15, là, c'est how much is too much, là c'est peut-être too much. Mais bon,
Aux États-Unis, le débat fait rage. Un certain nombre de collègues disent non, non, c'est tout à fait possible. D'autres disent oulala, c'est quand même beaucoup. Mais je pense que si les démocrates gagnent, c'est sûr que le salaire minimum sera augmenté. Les républicains restent vent debout, mais bon. Mais il faut voir qu'aux États-Unis, dans la majorité des États, le salaire minimum est déjà plus élevé que 15 $, hein, parce qu'il y a des salaires minimums au niveau étatique. Donc on a aussi des expériences d'État, voire de municipalités. Hein, le Seattle, par exemple, a un salaire minimum de 16 $ pour les grandes entreprises. Et on a des expériences déjà là-dessus. Alors là aussi, les travaux sont un peu contradictoires, mais on commence à avoir des expériences là-dessus. La semaine dernière, il y a encore un article qui est paru là, de Dubé Lindner là-dessus, sur les salaires minima au niveau local. Donc, on a de quoi alimenter le débat aux États-Unis. Mais si les démocrates passent, c'est sûr que le salaire minimum va faire un bond. Une autre question de Vincent Auriac. Quel lien peut-on faire entre le salaire minimum et le mouvement du fair wage, très présent dans les pays anglo-saxons? Alors, il est très articulé. Alors, justement, un terme qui est beaucoup utilisé d'ailleurs au Royaume-Uni, on a changé le nom du salaire minimum pour passer du National Minimum Wage au National Living Wage. Bon, alors même si dans l'esprit du gouvernement conservateur, à mon avis, c'était plutôt opportuniste le changement de terminologie, mais bon, ça s'est quand même traduit par une augmentation forte. La notion de living wage, en fait, elle renvoie effectivement à la notion de fair wage, mais en termes, le débat s'est beaucoup posé en termes de est-ce que l'on peut imaginer un salaire qui soit juste en termes de couverture des besoins. Bon. Et donc le living wage, c'est ça en fait, hein, le living wage. Et de dire, et d'ailleurs aux États-Unis et en Angleterre, vous avez beaucoup au niveau local d'associations ou d'études qui sont faites pour essayer de déterminer quel serait le salaire décent en fonction du panier de biens que l'on estime décent pour les travailleurs les moins payés. Et l'idée, c'est de caler un salaire minimum sur ce salaire décent qui est fondé sur ce panier de biens que l'on estime décent, en fait. Et c'est ça l'idée du living wage et du fair wage en termes de living wage. Et alors qu'en France, ce qui est intéressant, c'est que quand le SMIG avait été créé une commission dans la même logique, de dire on va déterminer un panier de biens minimum, hein, décent pour le travailleur bas salaire, mais les partenaires sociaux ne se sont jamais entendus sur la composition de ce panier. Et du coup, on a fixé un salaire sans se référer à ce panier de biens, et en France, on ne s'est plus référé à ce panier de biens dans le débat public et puis dans la détermination du salaire minimum. Alors que cette approche en termes de panier de biens, elle reste très forte dans les pays anglo-saxons et elle pèse beaucoup sur les débats. Merci Jérôme. Y a-t-il d'autres questions parmi les participants? Est-ce que Madame Baudu a encore une question parce qu'elle participe beaucoup? Il semblerait que non. Pierre, est-ce que vous avez une dernière question peut-être? Oui, une petite question pour conclure peut-être. Jérôme, tu sembles assez sceptique sur la façon dont est fixé le salaire minimum en France, en fait, sur l'organisation institutionnelle qui conduit à la détermination du salaire minimum. Au regard des expériences étrangères que tu as pu visiter lors de ton étude, est-ce que tu aurais des préconisations ou des idées sur le sujet? Alors, c'est vrai que dans le livre, peut-être là, il y a un manque, j'évoque pas tous les débats qui ont pu être ouverts et refermés. Parmi les débats possibles, il y a est-ce qu'il faut un SMIC régional, par exemple? Bon, alors, il faut savoir que le SMIG était territorialisé, hein, donc quand il a été créé, ça a été abandonné définitivement avec la création du SMIC. Bon, mais je pense que faire un SMIC au niveau régional, ça aurait plus de désavantages que d'inconvénients. À la fois, on peut dire, mais oui, mais c'est normal parce que les niveaux de vie sont quand même assez différents entre régions, entre territoires, etc. C'est vrai, mais ça peut peut-être avoir plus d'effets pervers que d'effets positifs. Et puis, je pense que le SMIC, il a une valeur politique qu'il ne faut pas négliger, qui a aussi des effets politiques. Et que du coup, avoir un salaire minimum qu'on affiche comme le salaire minimum décent au niveau national, comme de référence, etc., il me semble que c'est important. Ensuite, il y a les mécanismes d'indexation. On a très peu de travaux sur les mécanismes d'indexation. Il y a un travail qui
alors, je n'ai pas cité parce que, faute de place aussi, mais qui est récent et qui semblerait montrer aux États-Unis, mais là aussi, il semblerait que c'est un peu contradictoire parce que d'autres qui montrent que peut-être que quand il y a des indexations automatiques du salaire minimum, ça peut être plus d'impact négatif sur l'emploi potentiellement. Mais ça, il faut attendre peut-être qu'on ait plus de travaux là-dessus pour aller dans ce sens. Ensuite, il y a, est-ce qu'il faut le laisser indexer sur les autres salaires? Alors, certains disent, mais ça a des effets pervers, des effets un peu de rétroactifs, de boucle potentielle prix-salaire, enfin, salaire et prix-salaire, parce qu'effectivement, quand le salaire des ouvriers employés augmente, le SMIC augmente, et le SMIC peut avoir des effets de diffusion, j'en parle un peu dans l'ouvrage, sur le reste des salaires. Et du coup, on voit une spirale inflationniste potentielle se mettre en place. Ça peut jouer un peu, il semblerait que c'est joué quand même relativement modérant, alors parce qu'aussi on a été dans des périodes de très faible inflation, ça jouait au cours des années 50. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a gelé le salaire à partir de milieu des années 50, parce qu'on avait peur de tous ces effets de diffusion et des effets inflationnistes. Aujourd'hui, avec l'inflation que l'on a, il me semble que ce n'est pas non plus un risque très important. Ensuite, moi je pense que après, on dépasse le domaine économique et que dans ce domaine, on ne peut pas ne pas dépasser le domaine économique. Je crois que symboliquement, pour ce que ça représente dans le modèle social français, ouvrir le débat sur les mécanismes d'indexation du SMIC, ça peut avoir plus d'effets pervers que… Voilà. Et on a trouvé un bon équilibre en France, alors qui coûte cher potentiellement, mais qui est un autre mode de redistribution, qui est d'abaisser les cotisations sociales sur les bas salaires, qui permet encore une fois d'avoir des coûts du travail en termes relatifs comparables aux autres pays. Je crois que maintenant, le débat, c'est de dire, voilà, maintenant, il faut être très pragmatique, très prudent, et de ne pas trop augmenter le SMIC par rapport aux effets pervers qu'il pourrait avoir, sans peut-être ouvrir la question des mécanismes de fixation qui, à mon avis, ouvrent une boîte de Pandore et qui… voilà. Alors, tu vois, ce n'est pas une réponse complètement économique que j'apporte, mais sur ce sujet-là, je crois qu'on ne peut pas avoir une réponse complètement économique. En tout cas, c'est mon opinion. Et je finirai par cette opinion. Le débat n'est pas tranché, en tout cas. Le débat n'est pas tranché. Il reste ouvert. Et ce que je dis, c'est que d'un point de vue économique, c'est légitime qu'il soit ouvert. Après, d'un point de vue plus politique, on peut avoir nos opinions sur l'opportunité, au-delà de l'économique, de faire telle ou telle chose. Ça, c'est un autre débat, effectivement. C'est un autre débat. Merci beaucoup, Jérôme Gauthier. Je rappelle la publication de votre ouvrage « Le salaire minimum et l'emploi » aux presses de Sciences Po, réalisé sous l'égide de la chaire sécurisation des parcours professionnels. Merci, Pierre, pour votre intervention. Et merci à tous les participants de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci Jérôme. Au revoir. Merci Pierre.